Bonjour à tous. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour notre conférence mensuelle. Avant de commencer, quelques mots pour présenter notre association. Argos 2001 est une association nationale reconnue d'intérêt général dont la mission est de soutenir les personnes atteintes de troubles bipolaires et leurs proches. Notre siège social se trouve à Paris et nos antennes sont réparties dans l'Hexagone, en Polynésie française et à La Réunion. Partout, des bénévoles proposent leur soutien grâce à nos lignes d'écoute téléphoniques nationales et locales, nos entretiens individuels, nos groupes de parole, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Vous pouvez aussi retrouver les modalités de ces interventions, les coordonnées des antennes, les événements et le calendrier des activités sur notre site web www.argos2001.net. À côté de ses activités fondatrices, Argos 2001 organise chaque mois une conférence comme celle d'aujourd'hui et chaque année, le 30 mars, la Journée mondiale des troubles bipolaires. Vous pouvez aussi les retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Bonne conférence. Bon, alors bienvenue au docteur Jamin, qui donc est... Voilà, bienvenue monsieur, merci de revenir nous voir 4 ans après la première conférence que vous aviez faite, à ma connaissance, hein, pour nous. Donc vous n'êtes pas psychiatre, vous êtes généticien et vous êtes directeur de recherche à l'INSERM en neuropsychiatrie translationnelle. Voilà. Et donc maintenant, Blandine ayant déjà donné vos questions, on répondra aux questions des spectateurs à la fin, comme vous l'avez souhaité. Et nous, on répertorie. Voilà, monsieur, c'est à vous. Très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Vous m'entendez bien? Tout Oui. à fait, impeccable. Ouais. Formidable. Je vais vous partager mon écran. Vous devez voir mon écran normalement qui s'affiche. Je vais passer en plein écran. Avec un petit pointeur laser. Et voilà. C'est bien pour vous? Tout est clair? Vous voyez bien? Oui, c'est parfait. Formidable. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Et je vais essayer de vous expliquer à peu près là, pendant l'heure qui vient, quelles sont les dernières avancées depuis la conférence que j'avais pu faire, en effet, il y a 4 ans maintenant, et surtout essayer de se poser la question de savoir si les connaissances que nous avons aujourd'hui en génétique nous permettent d'envisager en fait l'utilisation de ces données comme pour avancer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la psychiatrie de précision ou la médecine de précision en psychiatrie, à savoir est-ce qu'on peut utiliser ces données génétiques comme des biomarqueurs qui nous aideraient soit au diagnostic, soit au pronostic de la maladie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et dans le détail, je vais d'abord revenir un peu sur les grandes découvertes génétiques qu'il y a eu ces dernières années, mais surtout insister sur le fait que, comme vous le savez très bien, les troubles psychiatriques, en particulier les troubles bipolaires, la schizophrénie, ou ce qu'on peut regrouper sous forme de psychose, sont extrêmement difficiles à définir. Et j'en veux pour preuve que depuis, en gros, l'identification pour la première fois de ces maladies en 1889, il y a eu un grand nombre de manuels de diagnostic. La dernière version du manuel de diagnostic de la Société américaine de psychiatrie date de 2022, et à chaque nouvelle version, on a une redéfinition un peu des psychoses avec des sous-catégories diagnostiques qui apparaissent, et même des nouveaux troubles qui apparaissent dans chacune de ces versions, à tel point qu'on se demande de plus en plus si, entre les troubles bipolaires et la schizophrénie, on n'a pas une sorte de continuum phénotypique qui existerait entre ces deux maladies. Et on se pose donc la question en recherche depuis longtemps de savoir si on peut définir de manière différente ces maladies, ou plutôt utiliser des données à la fois biologiques, avec des biomarqueurs, je vais revenir dessus, euh, ou également des dimensions plus cliniques qui seraient des valeurs continues et qui permettraient de définir autrement les maladies que sur les symptômes qui sont classiquement utilisés aujourd'hui. Alors,
Quand on regarde les données épidémiologiques, on retrouve également ce chevauchement qui existe entre les troubles bipolaires et la schizophrénie, puisque ici est représenté les données d'une grande étude épidémiologique qui a été réalisée en Suède entre 1974 et 2004, et sur 9 millions d'individus, et pour lequel ont été référencées un peu plus de 40 000 personnes avec un trouble bipolaire et presque 36 000 personnes avec une schizophrénie. Et dans cette étude épidémiologique, euh, les chercheurs ont identifié la part de la maladie qui pouvait être expliquée par les facteurs héréditaires, qui sont représentés soit en rose, soit en rouge, et ceux par les facteurs environnementaux, qui sont représentés ici en bleu. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont essayé d'identifier les facteurs héréditaires qui pouvaient être partagés entre les deux pathologies, schizophrénie et trouble bipolaire, et ceux qui étaient spécifiques de chacune de ces pathologies. Et on peut voir qu'à peu près 50 à 60% des facteurs héréditaires pourraient être partagés, pourraient être communs entre la schizophrénie et les troubles bipolaires, et un peu moins de 30 à 40% seraient spécifiques de chacune de ces maladies. Alors que pour les facteurs environnementaux, la part commune entre les deux maladies, représentée ici en bleu foncé, est beaucoup plus faible, et les facteurs environnementaux seraient peut-être plus spécifiques en fait pour chacune de ces maladies. Alors, on retrouve également cette complexité phénotypique ou de définition de la maladie lorsqu'on regarde dans les familles de personnes qui sont atteintes de troubles bipolaires. Et si on prend un exemple, j'ai pris l'exemple d'une famille que j'aime bien que j'aime bien prendre en exemple, qui a été extrêmement étudiée en fait dans la génétique des troubles psychiatriques, et qui a été caractérisée pour la première fois en 1970. Et quand on regarde un petit peu en détail les membres de la famille de cette personne atteinte d'un trouble bipolaire, on s'aperçoit que nombre d'apparentés sont atteints d'autres troubles psychiatriques. Par exemple, en bleu foncé sont représentés des individus qui ont une schizophrénie. En, en, En violet sont représentés des individus qui ont des troubles dépressifs récurrents. En vert sont représentées d'autres personnes qui ont des phénotypes qui sont plus mineurs. Et dans cette famille, a été identifiée une anomalie génétique, une translocation. Je ne rentre pas dans les détails de la particularité génétique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les individus qui ont une flèche noire ont la présence de cette variation génétique. Et on peut remarquer que quand on regarde dans l'ensemble de la famille, on s'aperçoit que la plupart des individus qui sont malades ont en effet la présence de la variation génétique, mais que certaines personnes ont la variation génétique mais ne sont pas malades, et d'autres ont des phénotypes parfois plus mineurs, mais n'ont pas la variation génétique. Et ça, c'est assez classique de ce qu'on a l'habitude d'observer dans les familles de personnes atteintes soit de troubles schizophréniques, soit de troubles bipolaires, soit de troubles dépressifs récurrents, à savoir qu'on n'a pas et lorsqu'on identifie des variations génétiques, on n'a pas ce qu'on appelle une ségrégation parfaite entre la maladie et les différentes variations génétiques. Alors, la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui, et ce vers quoi j'aimerais vous emmener, c'est de savoir, est-ce qu'on peut utiliser des biomarqueurs génétiques justement dans les troubles psychiatriques? Alors, avant de rentrer dans le détail, ça implique que je vous définisse deux choses. D'une part, ce qu'est un biomarqueur. Et donc, pour ça, je vais juste vous montrer quels sont les éléments qui sont essentiels pour définir un bon biomarqueur, ou plutôt un bon test dans une maladie quelle qu'elle soit, et dans les troubles psychiatriques comme dans toutes les autres maladies. Ici, dans un tableau, on pourrait représenter les malades et les individus non malades. Et puis, le test qui est testé, soit il est positif, soit il est négatif. Donc, il y a des individus qui sont malades et qui ont un test positif, c'est ce qu'on appelle les vrais positifs par rapport au test. Il y a des individus qui peuvent être malades mais qui sont négatifs au test, eux sont les faux négatifs. Les individus qui sont non malades et qui sont positifs au test, eux, ce sont les faux positifs. Et bien sûr, il y a des individus qui sont non malades et qui sont négatifs au test, et eux, ils sont vrais négatifs. Et en fait, quand on utilise ces différents paramètres, on peut caractériser le test par deux éléments essentiels qui sont d'une part la sensibilité du test, à savoir les individus qui sont les vrais positifs sur l'ensemble des positifs, sur les vrais positifs sur l'ensemble des malades, ça c'est la sensibilité du test, et
la spécificité du test qui, elle, se caractérise par les vrais négatifs sur l'ensemble des individus, sur l'ensemble des individus qui sont non malades. Et donc, ces deux caractéristiques, vrai positif sur l'ensemble des individus malades ou vrai négatif sur l'ensemble des individus non malades, donnent ce qu'on appelle la sensibilité et la spécificité. L'objectif d'un test étant qu'il ait la plus grande sensibilité, à savoir sa capacité à détecter les vrais positifs, et la plus grande spécificité, à savoir éviter de se tromper au maximum lorsque on dit qu'un individu n'est pas malade. Deux autres valeurs sont également utilisées, je les utiliserai par la suite dans mon exposé. La valeur prédictive du test, c'est-à-dire dans quelle mesure le test permet de prédire qui va être positif et dans quelle mesure le test permet de prédire qui va être négatif. Et ça, c'est très dépendant des caractéristiques qu'on mesure par le test. Si le test mesure une valeur qui est continue, par exemple, ça peut être un dosage sur une enzyme, ça peut être une valeur qui est pas oui-non, mais une valeur qui est variable. Il y a deux possibilités. Soit on a une distribution des individus par rapport au test qui est très séparée. On voit que tous les individus positifs n'ont pas la même valeur, mais ils ont des valeurs qui sont très différentes des individus qui sont négatifs. À ce moment-là, c'est très facile de déterminer qui est positif, qui est négatif, qui est malade, qui est non malade, et le seuil est très facile à déterminer. Ça, ce serait dans un cas idéal, et dans ce cas-là, le test est parfait, on sait qui est positif, ça marche dans 100% des cas, on sait qui est négatif, ça marche dans 100% des cas. Le problème, c'est que très souvent, quand on utilise un test biologique, on se retrouve plutôt avec deux distributions qui sont dites chevauchantes, c'est-à-dire que les individus qui sont positifs ont des valeurs qui regroupent les individus qui sont négatifs, enfin plutôt les individus qui sont malades ont des valeurs de test qui chevauchent les individus qui sont non malades. Et donc là, on a une zone de chevauchement qui laisse un doute en fait sur savoir quand les individus sont positifs, est-ce qu'ils sont malades ou est-ce qu'ils sont non malades. Et donc, en fonction de cette zone de chevauchement, c'est elle qui va déterminer la spécificité et la sensibilité. Ces paramètres se résument dans une courbe où généralement on peut représenter ici, bon, ici c'est l'inverse de la spécificité, donc en gros la plus grande spécificité elle est représentée ici et la plus grande sensibilité elle est représentée ici. Et donc l'idéal sur un test, c'est quand on a une spécificité de 1 et une sensibilité de 1, c'est-à-dire la position 6 sur ce graphique. La plupart des courbes qu'on obtient quand on teste, quand on a quelque chose sur un test, on peut faire varier le seuil, et en fait, le seuil fait varier la sensibilité et la spécificité. Et l'idéal est d'avoir un seuil une courbe qui se rapproche le plus possible de quelque chose qui serait très très proche de 1. Vous verrez très concrètement à quoi ça ressemble ensuite quand on utilise différents tests. La valeur la plus optimum étant souvent utilisée à l'intersection entre les valeurs entre les deux distributions et correspondant généralement à la distance, la plus grande sensibilité pour la plus grande spécificité, à savoir la distance la plus grande entre une valeur nulle et la valeur du test. On utilise ce genre de courbe, et c'est pour ça que je voulais vous les présenter, parce que je vous les présenterai par la suite. Si le test est non spécifique, la courbe suit la ligne bleue ici, et donc on a ce qu'on appelle une aire sous la courbe qu'on peut mesurer, qui représente la moitié du carré qui est ici, donc une valeur de 0,5. Si le test est un peu plus spécifique, on décale la courbe de plus en plus vers cette courbe qui est représentée ici, et en fonction de cette aire sous la courbe, on peut avoir un test dit peu informatif, moyennement informatif ou très informatif. Les tests très informatifs ayant une aire sous la courbe supérieure à 90%, c'est-à-dire qu'ils englobent la quasi-totalité du graphique ici. Les tests moyennement informatifs étant proches de 70%, c'est ce qu'on observe à peu près sur ce graphique ici. Donc ça, c'est pour vous donner les caractéristiques pour définir ce qui serait un bon test en utilisant un biomarqueur pour diagnostiquer ou pour faire un pronostic de troubles psychiatriques. L'autre point, c'est est-ce qu'on peut utiliser les données génétiques pour cette prédiction? Alors, tout d'abord, il faut savoir est-ce qu'il y a des données génétiques qui sont spécifiques des troubles psychiatriques?
Ici, sont représentés l'hérédité en fait de la schizophrénie. Et vous pouvez voir, donc la schizophrénie, vous savez, qui affecte entre 0,6 et 0,7% de la population générale, ou autour de 1% de la population générale. Et en fait, ici est représenté le risque relatif pour les individus dans des familles pour lesquelles il y a déjà une personne atteinte de schizophrénie. Et vous pouvez voir que donc, dans la population, on a un risque de 1%. Quand on a un cousin germain atteint de schizophrénie, son propre risque est autour de 2%, comme quand on a un oncle ou une tante ou un neveu ou une nièce, à ce moment-là, on atteint 4%. Si on a un parent atteint de schizophrénie, dans 6 à 10% des cas, son risque personnel est autour de... et on a entre 6 et 10% des cas de risque d'avoir également une schizophrénie. Pareil quand on a un enfant atteint, son risque personnel est autour de 10%. Donc, quand on s'aperçoit que le risque augmente encore plus quand on partage plus de gènes avec les individus, c'est-à-dire par exemple les frères et les sœurs ou les jumeaux dizygotes, on est proche de 20%. Le risque le plus élevé étant quand on a deux parents atteints de schizophrénie ou quand on a un frère ou une sœur jumeaux monozygotes, c'est-à-dire vrais jumeaux. Dans ces deux cas, on a une chance sur deux d'avoir soi-même une schizophrénie. Donc, ceci pour vous montrer que plus on partage notre patrimoine génétique avec les individus, plus le risque de récurrence de la maladie est important. Ça montre véritablement le caractère héréditaire de la maladie. On observe la même chose pour les troubles bipolaires, avec une hérédité proche de 50% chez les vrais jumeaux, ici représentés. Chez les frères et sœurs, on est autour de 15% de risque quand on a un frère ou une sœur atteint de troubles bipolaires. Et pour la descendance, quand on a deux parents, on est pareil, autour de 50%, à peu près les mêmes chiffres que ceux qu'on observe pour la schizophrénie. Donc ces caractéristiques, ce sont les mêmes, elles nous permettent de définir ce qu'on appelle l'héritabilité, c'est-à-dire la part de la maladie qui peut s'expliquer par les gènes. Donc on sait qu'il y a une part qui est expliquée par des facteurs génétiques, à peu près 60 à 70% dans les troubles bipolaires, une part et le reste est expliqué par ce qu'on appelle très généralement les facteurs environnementaux, et je crois savoir que vous aurez bientôt une conférence sur les facteurs environnementaux. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les différents troubles psychiatriques, les troubles du spectre de l'autisme, la schizophrénie, les troubles bipolaires, ici représenter cette héritabilité. Donc je vous ai dit une héritabilité autour de 70 à 80% pour ces trois maladies. On retrouve la même chose à peu près pour les troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Ici, représenter la prévalence de la maladie, une prévalence qui est plus ou moins variable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit pour ces différents troubles psychiatriques que cette part génétique est plus importante que celle qu'on observe pour le diabète de type 2, pour la maladie de Crohn, pour le cancer du sein, qui sont dus à des mutations dans des gènes dont on connaît bien leur implication dans le cancer, ou même pour la maladie d'Alzheimer. Toutes ces autres pathologies pour lesquelles on est assez convaincu qu'il y a également une vulnérabilité génétique, et bien pour les troubles psychiatriques, et en particulier pour ceux-ci, le risque est encore plus élevé. Donc ça montre que les facteurs génétiques contribuent fortement à la maladie. Et donc l'idée, c'est de savoir maintenant quel type de variations génétiques peuvent expliquer la maladie et est-ce qu'on peut utiliser ces variations génétiques pour prédire soit le diagnostic, soit le pronostic des psychoses d'une manière générale, des troubles bipolaires, de la schizophrénie en particulier. Alors, le génome humain, il est extrêmement variable. Je vous en avais déjà parlé il y a 4 ans. Je vais juste revenir rapidement dessus pour vous rappeler les grandes données qu'on a. Donc, vous savez que le génome humain, il est composé de 4 petites lettres, donc de ce qu'on appelle des nucléotides, qui se résument par des lettres qui sont soit A, T, G ou C. Ces 4 petites lettres, elles composent le grand livre du génome humain. Donc, vous voyez, quand il est entièrement écrit, c'est ce qui a véritablement été fait et qui est stocké dans une bibliothèque en Angleterre. Ça fait un grand nombre de volumes, chaque numéro représentant un chromosome. Donc, vous voyez qu'il y a 22 chromosomes et puis les chromosomes sexuels qui sont là-haut. Et un grand nombre de volumes dans lesquels il y a toutes les lettres qui composent notre génome humain. Toutes ces lettres, elles sont universelles. Donc, c'est ATGC, c'est pour 4 molécules qui s'appellent adénine, guanine, thymidine et cytosine. Ces 4 molécules sont les molécules universelles du vivant. Elle compose l'ADN à la fois des plantes, de cette jolie petite mousse qui s'appelle la drosophile, qui est extrêmement étudiée en sciences, et également
ce groupe d'humains sociaux ou plus ou moins sociaux que vous pouvez voir. Les mêmes lettres sont responsables de la création de l'ensemble de ces organismes. Et ce qui est également intéressant, c'est que entre ces deux individus, on sait qu'il y a 99% d'homologie en fait entre les deux génomes, c'est-à-dire que ces deux individus sont identiques, enfin sont très similaires à 99%, et que très peu de variations peuvent donner des différences phénotypiques qui peuvent être, qui peuvent sembler vraiment importantes. Alors le génome humain, ça ressemble à ça. Alors ici, c'est une toute petite partie du génome humain. Et en fait, on a découvert en l'étudiant ces 20 dernières années, on l'étudie vraiment de fond en comble. Et ce qu'on a découvert surtout, c'était qu'il était extrêmement variable d'un individu à l'autre. En fait, si on prend deux individus au hasard parmi l'auditoire, on va trouver alors, des nucléotides comme ceci, là, on en a 3 milliards par individu. En fait, 3 milliards fois 2, c'est-à-dire 3 milliards qui viennent du papa, 3 milliards qui viennent de la maman. Et en fait, si on prend deux individus parmi l'auditoire, on va trouver en moyenne un changement tous les 1200 nucléotides. Donc, ça va faire en moyenne, entre deux individus pris au hasard, dans la population, 3 millions de différences qu'on va identifier. Et parmi ces différences, c'est ce qui est représenté ici, tous les 1200. Parmi ces différences, il y en a qui n'auront pas d'effet et d'autres qui auront un effet. Et tout l'enjeu est d'arriver à déterminer quelles sont ces variations génétiques qui peuvent avoir un effet sur les maladies qui nous intéressent. Si on prend l'ensemble de la population humaine qui a été étudiée à ce jour, en fait, il y a énormément de variations génétiques qui ont été identifiées, puisqu'on identifie en moyenne une variation génétique tous les 23 nucléotides. Donc ça veut dire que dans l'ensemble de la population qui a été étudiée, c'est-à-dire pas tout le monde bien sûr, mais aujourd'hui c'est des centaines de milliers de personnes à travers le monde, on a plus de 700 millions de différences génétiques qui ont été identifiées, qui sont répertoriées dans des bases de données gigantesques qui sont accessibles pour la recherche. Ces 700 millions de variations génétiques, elles sont responsables de la singularité de chaque individu, pourquoi nous sommes tous différents. Pourquoi certains sont sensibles à l'alcool ou intolérants au lactose, aux œufs, et d'autres non. Elles expliquent également nos différentes sensibilités aux traitements qu'on peut utiliser, aux médicaments qu'on consomme, mais également aux pathogènes qu'on rencontre, les virus, les bactéries et autres. Et donc, toutes ces variations génétiques sont responsables de ces différences qui nous caractérisent, et elles sont également responsables donc de notre plus ou moins grande vulnérabilité aux maladies et notamment également aux maladies psychiatriques qui nous intéressent. Le dernier point que j'aimerais vous rappeler, c'est que cet ADN, il est responsable en fait de la formation des briques vivantes, donc des différents acides aminés ou des protéines en fait qui vont permettre de former toutes les molécules qui constituent un organisme vivant. Et alors ça, je voudrais vous insister un peu là-dessus, enfin très rapidement, parce que c'est un des éléments pour vous expliquer qu'on peut étudier donc non seulement l'ADN, mais également les autres éléments qui vont jusqu'à la protéine. C'est-à-dire on peut regarder également les différences au niveau de l'ARN et des protéines. Alors, dans le noyau d'une cellule, on a de l'ADN, cette molécule dont je vous ai parlé jusqu'à présent, et pour arriver à donner les molécules du vivant, elle est ce qu'on appelle, on dit transcrite, c'est-à-dire que le gène, on dit également que le gène s'exprime, donc elle est convertie en une autre molécule qui s'appelle l'ARN. Vous voyez que chaque nucléotide en fait est converti dans une autre molécule qui est très similaire. Il y a une petite subtilité sur lesquelles que je ne vous détaillerai pas. Mais ces ARN ont la particularité de pouvoir sortir ensuite du noyau et ensuite, dans le reste de la cellule, peuvent être, grâce à un complexe de protéines, peuvent être transformés en protéines
Ici, ce qu'on appelle les ribosomes, et ils permettent la synthèse des différents acides aminés et donc la synthèse des protéines. Et ce sont ces protéines qui, assemblées les unes avec les autres, vont donner les organismes vivants qu'on connaît. Et donc ça, je voulais insister un tout petit peu là-dessus, puisque ça veut dire que l'ADN nous intéresse, c'est ce qui est ancré dans nos cellules, mais l'ARN peut également être utilisé comme biomarqueur, et bien sûr, les protéines peuvent également être utilisées comme biomarqueurs, et ça, c'est ce que nous essaierons de voir par la suite. Alors, est-ce qu'il y a des variations génétiques dans les troubles psychiatriques, et comment ces variations génétiques, et est-ce que ces variations génétiques peuvent être étudiées comme biomarqueurs pour les troubles psychiatriques? Alors, je vous ai dit, donc l'ADN, il est responsable de la synthèse de ces briques du vivant. C'est pour ça que j'aime bien prendre ces petites briques de Lego, car comme vous le savez, avec ces petites briques, euh, on peut construire à peu près tout et n'importe quoi. Ici, un exemple, et c'est assez symbolique en fait de ce qu'on peut faire avec les différents acides aminés. On est capable de construire toutes les molécules du vivant qu'on retrouve chez un seul organisme. Et quand on altère l'ADN, il y a plusieurs conséquences possibles. Soit l'altération est extrêmement grave, et à ce moment-là, on a une suppression carrément de la protéine, et donc elle n'est plus là, donc on perd la fonction de la protéine, et ça peut avoir un certain nombre de conséquences. Mais parfois, on peut avoir des modifications de la protéine, et ces modifications, elles peuvent être majeures, c'est-à-dire que là, vous voyez que si on augmente la taille d'un plot sur cette petite brique de Lego, en fait, on ne pourra plus construire on ne pourra plus rien construire avec cette petite brique. Et donc, la présence d'une simple modification peut avoir les mêmes conséquences que l'absence de la protéine. Enfin, on peut avoir des modifications qui sont plus mineures. Ici, vous pouvez voir que si on enlève un plot sur cette petite brique de Lego, eh bien, on peut continuer à construire des éléments. Et en revanche, si on continue de construire avec des plots pour lesquels il manque un ou plusieurs, avec des briques pour lesquelles il manque un ou plusieurs plots, en fait, on va fragiliser l'ensemble de l'édifice. Et en fait, c'est exactement la même chose avec les différentes variations génétiques ou mutations qu'on peut identifier chez l'homme, à savoir que certaines de ces variations peuvent non pas avoir un effet complètement délétère et supprimer la fonction de la protéine, mais parfois peuvent fragiliser un ensemble d'éléments, et on parle à ce moment-là plus d'une vulnérabilité. C'est ce à quoi on peut s'attendre également dans les troubles psychiatriques, puisque l'objet, quand il est fragilisé, si personne n'y touche, il va tenir. Le jour où il y a un peu de vent, il va s'écrouler. Ben, c'est exactement la même chose. Quand on a un facteur environnemental qui devient déclencheur de la maladie, à ce moment-là, quand on est plus fragile que d'autres, c'est parce qu'on a accumulé plus de variations qui donnent cette fragilité. Et bien, dans les troubles psychiatriques, c'est exactement ce qu'on observe. On a des variations génétiques. Alors ici, c'est représenté la fréquence de ces variations. Donc, il y a des variations génétiques qui sont très rares, euh, mais en revanche, qui ont un impact très fort sur la maladie. On pense qu'elles elles sont équivalentes soit à l'absence de la protéine, soit c'est ce qui est représenté ici. Donc, elles sont équivalentes soit à l'absence de la protéine, soit justement à ces modifications qui sont majeures par rapport à la fonction de la protéine. Et donc, on imagine que la présence d'une seule de ces variations est suffisante pour avoir des conséquences qui sont extrêmement graves sur la fonction de la protéine associée. Ces variations génétiques, on les étudie plus particulièrement en étudiant spécifiquement des familles, et je vous ai dit, elles sont généralement très rares, et souvent elles sont même spécifiques d'une seule famille, et on les étudie de deux manières, soit en regardant comment elle est transmise avec la maladie dans les familles, soit en regardant si elle apparaît de manière, ce qu'on appelle de novo, c'est-à-dire qu'elle est présente seulement chez les individus malades lorsque les deux parents ne sont pas malades. Ça a été très étudié dans la schizophrénie et dans les troubles du spectre de l'autisme, et un petit peu moins dans les troubles bipolaires. Il y a également d'autres variations sur lesquelles je reviendrai par la suite qui, elles, fragilisent, pour lesquelles la fréquence est plus importante dans la population générale, mais pour lesquelles l'impact sur la maladie, on pense, est plus faible. Mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc, parmi les différentes variations génétiques qui existent, on peut constater déjà des anomalies dites chromosomiques. Alors, je vous ai parlé de cette molécule d'ADN composée de ces 4 nucléotides, la cytosine, guanine, adénine, thymine. Donc, ces 4 bases ATGC qui sont représentées par les différentes couleurs ici, rouge, vert, jaune et bleu.
voyez les molécules d'ADN. Donc, la molécule d'ADN, c'est deux brins, un brin ici et un brin ici. En fait, les nucléotides sont complémentaires, je ne rentre pas dans les détails, mais ça forme une double hélice. Cette double hélice d'ADN a la particularité de pouvoir se compacter. En fait, elle s'enroule autour d'autres protéines que vous voyez ici, qu'on appelle des histones. Et ça va permettre de compacter cet ADN, et de manière à obtenir des petites structures qu'on appelle les chromosomes qui sont ici. Quel est l'intérêt de ça? Il est que une molécule d'ADN complète, ça fait 2 mètres de long. Donc vous pouvez imaginer une très grande molécule comme ça, dans chacune de vos cellules, c'est simplement énorme et très difficile à stocker. Alors que si on la compacte, ça permet de la faire tenir justement dans une toute petite structure qui est le noyau de la cellule. La largeur de la molécule d'ADN, vous voyez, c'est 2 nanomètres, ça correspond à 2 milliardièmes de mètre ou 2 millionièmes de millimètre. Donc c'est vraiment tout petit, mais par contre, la molécule complète, je vous ai dit, elle fait 2 mètres. Et un chromosome, là, c'est quelques micromètres, donc en fait, c'est un millionième de mètre ou un millième de millimètre. Et tout ça doit tenir dans un noyau qui fait à peu près une dizaine de micromètres, donc dans une structure qui est très très petite. Donc cette compaction, elle permet, en chromosome, elle permet justement de tenir là-dessus. La différenciation en chromosome, ça permet également la séparation. Vous savez, quand il y a le papa et la maman qui donnent des enfants, ça permet la répartition du patrimoine génétique grâce à la séparation des chromosomes, un du papa, un de la maman. Et donc, on peut étudier ces chromosomes. Donc, vous voyez, on a tout notre patrimoine génétique réparti dans ces différents chromosomes. Et ils sont classés par taille, hein, de 1 à 22, plus les chromosomes sexuels X et Y. Ici, c'est une fille, donc il n'y a pas de chromosome Y, mais 2 chromosomes X. Et donc, vous pouvez voir ces différents chromosomes classés par taille. Et en fait, on peut regarder, on les compare, vous voyez, puis il y a des petites barres, des petits codes barres dessus, qui dépendent de la façon dont est compacté l'ADN. Donc, on peut comparer ce code barre et on peut voir qu'ils sont extrêmement identiques en fait, d'un chromosome à l'autre. Mais des fois, on peut voir des petites anomalies. Et ici, on peut voir qu'il manque un petit bout du chromosome, et ici, au contraire, il y a un petit bout supplémentaire. En fait, c'est le petit bout de ce chromosome 11 qui est venu s'accrocher au petit bout du chromosome 10 juste à côté. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une translocation. Des fois, on peut voir des délétions, on peut voir des duplications, on peut voir plein de modifications de l'ADN comme ça. Et donc, ces karyotypes permettent de voir des anomalies génétiques. Alors, ce sont généralement des anomalies génétiques qui sont assez importantes en termes de taille, qui englobent vraiment des dizaines, parfois des centaines de gènes. Aujourd'hui, on a des méthodes un peu plus modernes, des petites puces, ça s'appelle des puces, mais c'est des petites lames de verre sur lesquelles on peut mettre de l'ADN et avec plein de petits fragments d'ADN dessus. Et on va mettre dessus l'ADN des individus qu'on veut étudier, et cet ADN va être de différentes couleurs, enfin va être d'une couleur, et donc on va pouvoir voir comment il se met sur ces différentes, comment il s'agrippe sur ces lames de verre. Et vous pouvez voir qu'en général, on a toujours la même intensité de signal, mais parfois, on voit que l'intensité de signal est diminuée. Ça veut dire que, en fait, on a une partie du génome qui est supprimée chez ces individus, et on peut voir dans d'autres cas, on a le signal qui est augmenté. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a une duplication en fait, d'une partie du génome. Donc, une délétion, ça correspond justement à la suppression d'une partie du génome, ce que vous pouvez représenter ici. On voit qu'un individu a 2 copies d'ADN, et il y a une seule copie qui a été supprimée, donc on a ce qu'on appelle une délétion. Et parfois, une copie qui est multipliée par 2, et donc là, on a 3 copies pour ces individus, et dans ce cas-là, ce qu'on appelle une duplication. Et donc ça, c'est des variations génétiques, des remaniements chromosomiques qu'on retrouve très fréquemment dans le génome, pas chez tout le monde, et de taille plus ou moins variée, enfin à peu près chez tout le monde, mais de taille plus ou moins variée. Et parfois, ces délétions ne contiennent aucun gène, et donc ont très peu de conséquences pour les individus. Parfois, elles contiennent beaucoup de gènes, et elles peuvent avoir des conséquences majeures. Ces variations du nombre de copies, délétions et duplications, ce qu'on appelle en anglais des CNV, pour Copy Number Variant. Et donc, de la même manière que les mutations, on peut regarder si elles sont plus fréquentes chez des individus malades par rapport à des individus non malades. On peut regarder si elles apparaissent de nouveau dans des familles où il y a un seul individu, c'est-à-dire qu'elles apparaissent que chez l'individu qui est atteint de la maladie.
La délétion la plus fréquemment étudiée dans les troubles psychiatriques et en particulier dans les psychoses, c'est la délétion d'un tout petit chromosome qui s'appelle le chromosome 22, et en particulier dans une région qui s'appelle 22q11.2. Je ne rentre pas dans les détails de pourquoi ça s'appelle comme ça, cette région, mais la délétion est représentée ici. Ici, c'est le chromosome 22, et en fait, ici, la localisation de la délétion. En fait, dans cette région, il y a plusieurs régions répétées qui font qu'il va y avoir des remaniements de l'ADN et il y a des délétions qui sont fréquentes, qu'on retrouve fréquemment, par exemple, entre la borne A et la borne D, ici, c'est une grande délétion qui fait 3 mégabases et quand elle est supprimée, vous pouvez voir qu'il y a tous ces gènes-là sur le génome qui sont supprimés. Donc les individus qui ont cette très grande délétion de 3 mégabases n'ont pas un gène de moins, mais ont des dizaines de gènes en moins dus à cette délétion. Cette délétion, elle a été associée à plein de maladies différentes, mais en particulier, on la retrouve très fréquemment dans la schizophrénie, mais également dans le retard mental et dans les troubles du spectre de l'autisme. Et elle porte un nom qui s'appelle le syndrome vélo-cardio-facial. Et quand on a ce genre de délétion, on sait qu'on a un risque 40 à 50 fois plus élevé d'avoir un retard mental ou un trouble du spectre de l'autisme et un risque 20 fois plus élevé d'avoir une schizophrénie. Ça pour vous dire que quand on a ce genre d'anomalie chromosomique, on est presque sûr d'avoir un phénotype et on ne sait pas exactement quel type de phénotype on peut avoir, mais en tout cas, le risque est extrêmement élevé. Après, ça dépend de la taille de la délétion, ça dépend d'un certain nombre d'éléments. Mais le risque est extrêmement élevé d'avoir un trouble associé avec ce, euh, cette difficulté de savoir quel type de phénotype on aura derrière. Vous pouvez constater que il y a quand même des individus qui ont ce genre des délétions dans cette région et qui n'ont pas de phénotype associé, donc on n'a pas on a une grande sensibilité, on n'a pas on a peu de spécificité, une grande sensibilité, et on n'est pas sûr à 100% du phénotype derrière. Néanmoins, ça fait partie des anomalies chromosomiques et des variations génétiques qui sont pour lesquelles il est plus facile d'apporter un conseil génétique pour les individus. Il y a d'autres types de remaniements chromosomiques qui sont très similaires à ces délétions 22q11. Par exemple, les duplications au niveau de la région 15q du chromosome, qui sont associées à un syndrome de Prader-Willi ou de syndrome d'Engelmann, mais également qui sont associées à des troubles, à un retard mental ou à des troubles du spectre de l'autisme, également avec une schizophrénie. Et bon, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des variations, enfin des CNV fréquents en fait qui sont répertoriés dans ces maladies, mais vous pouvez voir ici qu'elles sont plus ou moins importantes, que le risque associé est plus ou moins important pour les différentes maladies, mais surtout que à peu près dans tous les cas, on a peu de spécificité, à savoir on a toujours un risque soit de développer un retard mental, soit de développer une schizophrénie ou un trouble du spectre de l'autisme. Parfois, on peut avoir, ces délétions nous ont amené à identifier des variations qui ne touchent qu'un seul nucléotide. Là, je vous ai parlé de remaniement génétique qui englobait un grand nombre de gènes, mais parfois, ou un gène entier, parfois, on peut avoir des modifications d'un seul nucléotide. En fait, c'est ce qu'on avait identifié il y a maintenant un grand nombre d'années avec l'équipe de Thomas Bourgeron. On s'était intéressé, alors c'était dans les troubles du spectre de l'autisme, mais à une région du bras court du chromosomique. Et en fait, on s'était intéressé à cette région parce que justement, des délétions avaient été identifiées chez des filles avec un autisme. L'autisme touche plus fréquemment les garçons. C'était assez étonnant d'avoir des filles atteintes d'un autisme. Et on avait une délétion de cette région-là sur le chromosome X. Également chez 2 filles avec une schizophrénie et également chez 2 frères avec un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Et en fait, toutes ces délétions avaient en commun une région et en particulier un gène qu'on a étudié par la suite qui s'appelle la neurolégine 4 en particulier. En fait, on a étudié ces protéines parce qu'elles sont impliquées dans la connexion synaptique, donc ici représenté le cerveau, et vous savez que les neurones
dans le cerveau, le petit film vous le montre ici, les neurones communiquent, donc ils communiquent avec des courants électriques, et les courants électriques se propagent donc, du neurone, mais pour passer d'un neurone à l'autre, on a besoin d'une structure qui s'appelle la synapse, qui est représentée ici, qui fait vraiment les connexions, voilà, que vous pouvez voir ici maintenant sur le petit film, qui fait vraiment la connexion d'un neurone à l'autre. En fait, cette connexion, elle est possible grâce à la libération des neurotransmetteurs qui sont libérés par un neurone et captés par l'autre neurone ensuite par tous ces petits éléments que vous pouvez voir qui sont des récepteurs. Donc cette transmission du signal permet au signal électrique de passer d'un neurone au neurone suivant et ainsi de suite permettre la transmission du signal nerveux. Donc ça, c'est extrêmement important et ça permet de gouverner tout ce qui est dans le système nerveux, que ce soit de la mémoire aux émotions, mais également aux éléments moteurs et, et- et tout ce qui fonctionne par le système nerveux. Les neurologies, elles sont appliquées justement dans la formation de ces synapses, c'est-à-dire dans l'interaction entre la pré- et la post-synapse, et elles permettent justement l'adhésion de ces deux éléments ensemble. Et en fait, on avait étudié des familles dans lesquelles on a identifié des variations d'un seul nucléotide, en l'occurrence c'était une délétion d'un seul nucléotide qui entraînait donc une modification et l'apparition prématurée d'un stop, c'est-à-dire que ça coupait la protéine. On avait également des modifications qui changeaient un seul acide aminé sur la protéine. Et en fait, ces modifications étaient intéressantes puisqu'elles étaient apparues dans la lignée germinale du grand-père, étaient transmises par la mère qui n'était pas malade, mais elle a deux chromosomes X, et étaient ensuite transmises aux deux garçons malades. Un était atteint d'autisme, l'autre du syndrome d'Asperger. Vous pouvez voir les deux mutations ici, et les mutations n'étaient pas présentes en fait, chez l'individu qui était sain. Et en fait, on avait une très belle ségrégation liée au chromosome X, au chromosome sexuel. En parallèle, une autre équipe a pu identifier une très grande famille dans laquelle il y avait plusieurs types de phénotypes, ce qu'on appelle les troubles envahissants du développement à l'époque, ou des troubles du spectre de l'autisme, des individus avec des retards mentaux aussi, que les garçons étaient malades, et tous avaient également une mutation très similaire à celle qu'on avait observée. Et en fait, ces différentes mutations empêchent la communication, en tout cas l'adhésion entre la pré- et la post-synapse. C'est ce qu'on pouvait prédire par la présence de ces différentes mutations. Alors depuis le même genre de travail, de la recherche de ce genre de... Juste pour revenir là-dessus, ces mutations donc, semblent avoir un effet extrêmement fort, c'est-à-dire à elles seules, elles semblaient suffisantes, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de saut de génération, à elles seules, elles semblaient suffisantes pour entraîner la maladie chez les individus dans ces familles-là. Elles sont très très rares, elles sont spécifiques d'une seule famille, et en fait, on n'a même pas suffisamment, à l'époque, on n'avait même pas suffisamment de données pour savoir si, pour faire un diagnostic par exemple prénatal ou en tout cas un conseil génétique, pour savoir si les individus qui étaient porteuses des mutations qu'on avait identifiées allaient être sûrs de déclencher la maladie ou non. Et en fait, c'est la grande difficulté de ce genre d'observation, c'est que même si on pense que la mutation à elle seule peut avoir un effet extrêmement fort sur le phénotype des individus, euh, le caractère prédictif est extrêmement difficile à évaluer puisque il faudrait un grand nombre de familles pour pouvoir et un grand nombre d'individus par famille pour pouvoir s'assurer que euh, on a 100% de personnes qui sont malades quand ils ont la mutation. Et ça, on ne sait pas le faire. Arrête. Néanmoins, ce genre d'études ont été très largement étendues et dans la schizophrénie, aujourd'hui, la plus grande étude publiée à ce jour pour ce genre de variation génétique qui entraîne un effet majeur a été réalisée chez chez près de 25 000 personnes malades et près de 100 000 individus non malades pour lesquels on a comparé justement les variations qui entraînent un effet majeur chez les individus malades par rapport aux individus non malades. Ont été également étudiées des variations génétiques qui étaient apparues de novo, c'est-à-dire pour lesquelles les deux individus étaient non malades, les deux parents étaient non malades et l'enfant était malade et avait l'apparition d'une variation génétique majeure, c'est-à-dire pour lesquelles on pouvait prédire que les conséquences sur la fonction de la protéine étaient extrêmement importantes. Et ainsi ont été identifiés plusieurs gènes, certains sont représentés ici. Et vous voyez que celui qui est le plus fortement associé à la maladie, il s'appelle SETD1A. Je ne rentre pas dans les détails de la fonction de cette protéine, mais juste pour vous expliquer, on peut voir que, en effet, l'apparition, donc
LOF, c'est pour loss of function en anglais, donc c'est des mutations perte de fonction, donc ça veut dire qu'il y a absence de la protéine. On peut voir que lorsqu'on a une mutation perte de fonction dans ce gène-là, on a un risque très fort d'avoir un trouble du développement, un risque très fort également d'avoir un trouble du spectre de l'autisme, également un risque très fort d'avoir une schizophrénie. Pour des changements d'acides aminés un peu plus mineurs, le risque également pour ces différentes pathologies. Ces différentes variations donc, augmentent le risque d'avoir la pathologie, mais pour vous donner un ordre d'idée, pour vous montrer à quel point ces variations sont extrêmement rares, sur 25 000 individus avec une schizophrénie, ils ont identifié seulement 15 malades et 3 témoins avec, donc sur les 120 000 personnes étudiées, seulement 15 malades et 3 témoins avec une mutation euh, perte de fonction dans ce gène CD1A. Donc c'est juste pour vous montrer que ces variations génétiques sont très très rares dans la population. En revanche, elles augmentent le risque de développer la maladie. Et si je vous reprends ici, est représenté le même graphique tout à l'heure, à savoir la fréquence des variations ici et ici, le risque de développer la maladie, on retrouve cette D1E ici, ce fameux gène qui a été identifié dans ces études. Et donc, avoir une variation génétique de novo qui supprime la protéine dans ce gène multiplie par 20 le risque de développer une schizophrénie. Et on peut voir que pour d'autres délétions, par exemple pour le risque pour les délétions 22q11, on peut voir que le risque est presque multiplié par 50 d'avoir une schizophrénie, etc., etc. On peut voir que pour certaines variations génétiques, le risque peut être multiplié par 100 d'avoir une schizophrénie, mais ces variations génétiques sont extrêmement rares puisqu'on les trouve avec une fréquence de moins de 1 sur 10 000 dans la population générale. Donc voilà, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, il y a un certain nombre de variations génétiques qui sont très très rares, mais qui peuvent aider au diagnostic. En tout cas, dans des familles pour lesquelles ces variations génétiques ont été identifiées, ça reste des cas exceptionnels, mais elles peuvent aider au conseil génétique, ou en tout cas aider à l'aide au diagnostic. Le problème, c'est que souvent, quand elles sont identifiées, les individus sont déjà sont souvent adultes et il n'y a plus vraiment besoin de conseil génétique. L'autre difficulté, c'est que quand j'ai repris une autre étude pour vous l'illustrer, qui s'est focalisée justement sur l'apparition d'anomalies de novo, c'est-à-dire lorsque les deux parents ne sont pas malades et que l'enfant, lui, est malade, et on regarde des variations génétiques qui apparaissent seulement chez l'individu qui est malade. Donc, c'est des mutations spontanées qui apparaissent chez les individus qui sont malades. Et en fait, plusieurs gènes ont été identifiés, ils sont représentés ici par ce grand cercle bleu. Et en fait, parmi tous les gènes qui ont été identifiés dans cette étude, qui avait été faite chez 623 paires de trios comme ça, ils ont identifié des gènes qui avaient déjà été associés à la schizophrénie, c'est représenté ici en violet, mais ils ont également identifié des gènes qui ont déjà été associés au trouble du spectre de l'autisme et des gènes qui ont déjà été associés au retard mental. Tout ça pour vous dire que même quand on a des variations génétiques, et c'est ce que j'essaie de vous montrer jusqu'à présent, pour lesquelles on pense qu'elles sont très fortement associées au phénotype qu'on est en train d'étudier, à savoir la schizophrénie, on a peu de spécificité sur le phénotype qui peut apparaître, à savoir pour les mêmes gènes, on peut avoir soit une schizophrénie, soit un trouble du spectre de l'autisme, soit un retard mental. Et en fait, c'est la plus grande difficulté qu'on a aujourd'hui avec la prédiction sur ces variations qui sont extrêmement rares, c'est d'être sûr qu'elles déclenchent la maladie, et deux, savoir quel type de maladie peut apparaître avec ce genre de mutation. Il y a d'autres variations qui touchent un seul nucléotide, comme celles que je vous ai présentées, mais qui sont beaucoup plus fréquentes dans la population. Et celles-ci, ce sont celles que je vous représentais tout à l'heure avec cette petite brique, pour lesquelles il manque un plot. Et donc, je vous ai dit, ces variations génétiques, elles fragilisent l'ensemble de la structure
On pense qu'à elles seules, elles ne sont pas suffisantes pour déclencher la maladie. Mais on se pose la question, donc elles sont beaucoup plus fréquentes, l'impact sur la maladie est très faible, et on se pose la question de savoir si l'accumulation de ces variations, elle n'augmente pas le risque de la maladie. Pour les étudier, en général, on compare des très grandes cohortes de personnes malades et de personnes non malades, et on regarde la fréquence de ces différentes variations chez les individus malades par rapport aux individus non malades. Ce genre d'études, ça se symbolise comme ça. Ici, sont représentées toutes les variations génétiques qui sont étudiées. Alors, on parle de plusieurs millions de variations génétiques qui sont étudiées par individu. Ici, c'est la plus grande étude publiée à l'heure actuelle dans les troubles bipolaires, qui a étudié plus de 40 000 personnes avec un trouble bipolaire et plus de 370 000 personnes non malades. Et en comparant ces deux populations, vous pouvez voir alors, ici, chaque point représente différentes variations génétiques. Et pour faire simple, quand on est au-dessus du trait qui est rouge, ça veut dire que vraisemblablement, il y a un gène qui est associé à la maladie. Et vous pouvez voir qu'il y a un grand nombre de gènes qui ont été associés au trouble bipolaire par cette technique. La même chose a été faite dans la schizophrénie. Vous pouvez voir qu'en étudiant plus de 9 millions de variations génétiques sur 40 000 personnes malades avec une schizophrénie versus 110 000 personnes non malades, très grand nombre de gènes, 108 ici, sont identifiés pour être associés à la schizophrénie. Donc il y a un grand nombre de variations génétiques qui sont plus fréquentes chez les individus qui ont une schizophrénie ou qui ont un trouble bipolaire par rapport aux individus qui sont non malades. Ce qui est intéressant, c'est que plus on étudie d'individus, ici vous pouvez voir l'évolution des études entre 2011 et 2014, on est passé de 20 000 individus étudiés à plus de 150 000 individus étudiés dans la schizophrénie. Et bien, vous pouvez voir que plus on étudie d'individus, plus on augmente le nombre de l'identification des gènes, ce qui est représenté également ici la taille de l'échantillon qui est représentée en bleu. Vous pouvez voir que cette taille augmente avec le temps. On est passé en effet de près de 3 000 en 2009 à plus de 150 000 en 2014. Et le nombre de gènes associés à la schizophrénie, vous voyez, il est passé à plus de 100 en 2014, et donc il augmente de manière exponentielle, encore plus fort en fait que le nombre de personnes impliquées dans la maladie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la schizophrénie ou les troubles bipolaires ne sont pas une maladie monogénique. Il n'y a pas un gène, contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec ces variations qui sont extrêmement rares. Il n'y a pas un gène qui est responsable de la maladie, mais c'est un grand nombre de gènes qui sont un peu partout sur tous les chromosomes et qui augmentent le risque de développer la maladie. Et plus on a de gènes qui sont, plus on a des variations associées à la maladie dans son génome, plus le risque individuel augmente. Dans ces études, ils ont pu montrer que pour la schizophrénie, pour les populations les plus associées, pour les individus qui avaient le maximum de facteurs de vulnérabilité, on pouvait augmenter, quand on les cumulait tous, on pouvait multiplier le risque de développer une schizophrénie par un facteur 20, ce qui était énorme. Ce qui est intéressant, c'est que cette addition de variants génétiques, il a été retrouvé dans plusieurs populations différentes. Vous voyez ici sont représentées 3 populations différentes, chacune par une couleur. Donc, en d'autres termes, comment ça peut se résumer ça? Ça veut dire que si on imagine qu'on est un bocal à bonbons et que les facteurs génétiques sont des bonbons jaunes et que les facteurs environnementaux sont des bonbons oranges. En fait, on peut imaginer que le modèle développemental des troubles psychiatriques, des troubles bipolaires et la schizophrénie, on part tous avec un certain nombre de facteurs de vulnérabilité. On a tous des facteurs de vulnérabilité génétique à ces maladies. Et qu'au cours du temps, on accumule un certain nombre de facteurs environnementaux. Et quand le bocal est plein, la maladie se déclenche. En fait, ce qui fait la différence entre les individus, c'est que le nombre de facteurs génétiques n'est pas le même d'un individu à l'autre. Et en fonction du nombre de facteurs génétiques de vulnérabilité que chacun a, on a besoin de plus ou moins de facteurs environnementaux pour déclencher la maladie. Les individus qui auront peu de facteurs génétiques auront besoin de beaucoup de facteurs environnementaux. Les individus qui auront beaucoup de facteurs génétiques auront besoin de moins de facteurs environnementaux pour déclencher la même maladie. C'est vraiment le modèle sur lequel on travaille à l'heure actuelle et sur lequel on pense être responsable, en fait, de la plupart des troubles psychiatriques qu'on étudie, en particulier des troubles bipolaires et de la schizophrénie.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de modéliser ça pour arriver à avoir une sorte de score individuel de risque pour les individus. Pour faire ça, on peut utiliser un grand nombre de variations génétiques. Ici, on a utilisé un peu plus de 70 000 variations génétiques. Et on peut cumuler leurs informations dans une simple addition. Ici, c'est l'information sur euh, un gène, ici sur un deuxième gène, un troisième gène, sur un quatrième gène, etc., etc. Et, enfin, plutôt une variation génétique, une deuxième variation. Chaque variation, G1, G2, G3, est pondérée par l'effet de chacune des variations. C'est-à-dire qu'il y a des variations qui vont avoir un grand effet, des variations qui vont avoir un plus petit effet, donc on la pondère de cette manière. On obtient ainsi ce qu'on appelle un score de risque polygénique qui consiste à tenir compte de l'effet additif de l'ensemble des variations génétiques qu'il y a chez un seul individu. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ces scores de risque polygénique chez les individus avec une schizophrénie, on s'aperçoit que les individus malades, représentés ici en bleu foncé, ont un score qui est beaucoup plus fort que les individus non malades. Et ça, sur trois populations différentes, même si les scores varient d'une population à l'autre, la différence entre les individus malades et non malades est toujours extrêmement importante. Ça, ce sont pour les variations génétiques qui sont associées à la schizophrénie. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que lorsqu'ils ont regardé les variations génétiques associées à la schizophrénie chez les individus avec un trouble bipolaire, ils se sont aperçus que la différence de score de risque polygénique était également extrêmement importante entre les individus malades et non malades. Et ça sur deux populations différentes. Donc ça veut dire que les mêmes variations génétiques qui augmentent le risque de développer la schizophrénie augmentent également le risque de développer un trouble bipolaire et, et que ces scores nous permettent de le voir. Lorsqu'on compare sur d'autres maladies qui sont des maladies non psychiatriques, par exemple la maladie de Crohn, l'arthrite rhumatoïde, l'hypertension artérielle, les diabètes de type 1 et 2, on s'aperçoit qu'on n'a pas de différence entre les malades et les non malades, ce qui montre qu'on a vraiment une spécificité de différence de score entre les individus malades et non malades, propre aux troubles bipolaires et à la schizophrénie. Et en fait, ça, plus généralement, si on regarde ces scores de risque polygénique sur toutes les maladies psychiatriques, donc les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, l'anorexie, les troubles anxieux, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles bipolaires, les troubles dépressifs majeurs, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles post-traumatiques, de stress post-traumatique, la schizophrénie et le syndrome de Gilles de la Tourette, et qu'on regarde le lien entre ces différentes maladies, on s'aperçoit que certaines sont très liées. Celles qui sont les plus liées sont les troubles bipolaires et la schizophrénie. Vous pouvez voir que plus c'est foncé, plus c'est fortement lié. Et donc là, on est sur le bleu foncé. On peut voir également qu'on a un lien très fort entre les troubles anxieux et les troubles dépressifs majeurs. Mais il y a aussi plein d'autres liens qui existent entre les troubles dépressifs majeurs et la schizophrénie, entre les troubles dépressifs majeurs et le syndrome de Gilles de la Tourette, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait la même chose avec les troubles neurologiques, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun lien entre les troubles neurologiques et les troubles psychiatriques, à l'exception de quelques liens entre la migraine et les troubles dépressifs majeurs, la migraine et les troubles de l'attention et de l'hyperactivité et le syndrome de Gilles de la Tourette. Euh, et donc ça, on a une spécificité qui est due aux troubles psychiatriques qui font qu'elles partagent un grand nombre de facteurs de vulnérabilité génétique en commun. Et donc, quand on a plusieurs personnes atteintes de plusieurs troubles psychiatriques comme ça, on s'aperçoit qu'en fait, on a un très grand chevauchement qui existe sur le plan génétique entre ces individus et on peut même estimer euh, la part partagée entre ces troubles, c'est entre la schizophrénie et les troubles bipolaires, on peut estimer qu'il y a entre 60 et 70% de facteurs génétiques qui sont partagés entre ces deux maladies. Et je vous rappelle que c'est ce qu'on avait observé avec les études épidémiologiques dont je vous ai parlé au début de mon intervention. On peut voir également qu'entre les troubles dépressifs majeurs et la schizophrénie, on a autour de 40% d'homologie, de facteurs de vulnérabilité génétique partagés entre les deux, etc., entre les différents troubles psychiatriques. Donc, pour résumer, il existe une hérédité assez élevée, en fait, pour les troubles psychiatriques. Il y a des variations génétiques qui sont rares et qui contribuent au risque de développer un trouble psychiatrique, qui permettent de mieux comprendre les mécanismes de la maladie. Des variations génétiques qui sont fréquentes et qui contribuent au risque de développer un trouble psychiatrique, mais plusieurs variations sont nécessaires pour augmenter le risque de développer la maladie. Il y a des variations génétiques qui sont associées au trouble bipolaire
qui sont aussi associés à d'autres troubles psychiatriques. Donc, est-ce qu'on peut utiliser ces variations génétiques comme diagnostic? En fait, c'est ce qu'on a essayé de faire, nous et d'autres, en fait, en regardant quelles sont les variations génétiques qui sont spécifiquement associées à la schizophrénie, celles qui sont spécifiquement associées aux troubles bipolaires et celles qui sont communes à la schizophrénie et aux troubles bipolaires. En fait, quand on a fait ça avec Elisa Courtois, qui était en thèse au laboratoire, on a pu constater qu'il y avait des différences entre les cas non familiaux et les cas familiaux de personnes avec un trouble bipolaire. Les cas familiaux avaient plus de variations génétiques qui étaient associées à la schizophrénie et plus de variations génétiques qui étaient communes aux troubles bipolaires et à la schizophrénie et moins de variations génétiques qui étaient spécifiques aux troubles bipolaires. En revanche, les cas non familiaux, c'était le contraire, il y avait plus de variations génétiques qui étaient spécifiques des troubles bipolaires et moins de variations génétiques qui étaient spécifiques de la schizophrénie. Chez les témoins, il y a moins de variations génétiques de l'ensemble associées aux troubles bipolaires et à la schizophrénie. Donc ça nous a permis de suggérer que les cas non familiaux de troubles bipolaires, dans le spectre, entre la trouble bipolaire et la schizophrénie, étaient plus proches d'une extrémité du spectre, alors que les cas familiaux de troubles bipolaires étaient plus proches de la schizophrénie dans ce spectre. On peut faire, a été fait la même chose dans un grand consortium auquel on appartient, qui s'appelle le PGC, pour lequel vous allez voir qu'un certain nombre de résultats découlent, où ici sont représentés les facteurs génétiques associés sur l'axe. Cet axe-là sont représentés les facteurs génétiques associés au trouble bipolaire, et sur cet axe-là sont représentés les facteurs génétiques associés à la schizophrénie. Et quand on essaie de découpler les symptômes dans ces deux pathologies, on peut s'apercevoir que, par exemple, les individus avec un trouble bipolaire, mais qui ont des symptômes psychotiques, ont beaucoup de facteurs génétiques associés à la schizophrénie et beaucoup de facteurs génétiques associés à la schizophrénie et beaucoup de facteurs génétiques associés au trouble bipolaire. On peut s'apercevoir également que les individus avec une schizophrénie et des symptômes négatifs ont surtout des facteurs génétiques associés à la schizophrénie et peu de facteurs génétiques associés au trouble bipolaire. Et les individus qui sont maniaques, les individus avec une schizophrénie qui ont des symptômes de manie, beaucoup de facteurs associés au trouble bipolaire et très peu de facteurs associés à la schizophrénie. Et donc comme ça, on peut arriver à identifier des spécificités, des caractéristiques de symptômes en fonction de la vulnérabilité génétique. Cette diapositive est un peu compliquée, mais elle a pour objectif de comparer les différents scores de risque polygénique de facteurs associés à la schizophrénie ou de facteurs associés au trouble bipolaire. Donc, pour le score, pour le risque de développer une schizophrénie, quand on compare des individus non malades avec des individus schizophrènes, le score est plus élevé chez les individus schizophrènes, ce que vous voyez ici. Mais il est également plus élevé chez les individus avec un trouble bipolaire de type 1, et il est également plus élevé chez les individus à risque de développer une schizophrénie. Il est également très élevé chez les individus avec un trouble schizoaffectif. Et donc, on pourrait se demander, en revanche, il est faible chez les individus qui ont ce qu'on appelle des symptômes schizotypiques, c'est-à-dire des individus non malades, mais qui manifestent des symptômes, des traits qui rappellent la schizophrénie dans la population générale. Donc, on pourrait se demander si on peut utiliser ce score pour prédire la maladie chez les individus, même si on voit peu de différence entre les troubles bipolaires et la schizophrénie. De la même manière, on peut voir que le score de risque d'avoir un trouble bipolaire est plus élevé chez les individus avec un trouble bipolaire de type 1, très élevé chez les individus à risque de développer une schizophrénie, et très élevé également dans la schizophrénie ou dans les troubles schizoaffectifs. Donc, on pourrait se demander si on peut utiliser ces scores pour prédire qui aura la maladie. En revanche, lorsqu'on regarde en détail la distribution de ces scores, et j'en reviens sur la définition des biomarqueurs, vous pouvez voir ici qu'on a des distributions qui sont des gaussiennes, donc des distributions dites proches de la normalité. Ce qu'on étudie d'habitude, c'est qu'on compare les moyennes. Vous pouvez voir en effet que chez les contrôles, donc la moyenne est plus faible chez les individus contrôle de ce score que chez les individus avec une schizophrénie. En revanche, on peut voir que la distribution est très très chevauchante en fait, quelle que soit la catégorie phénotypique. Et que ce soit pour les scores de risque de développer une schizophrénie ou le score de risque de développer un trouble bipolaire. Et ça vous montre toute la difficulté qu'on a et l'absence de spécificité, mais également de sensibilité de ces différents tests. Et aujourd'hui, on ne sait pas en fait utiliser ces scores de risque polygéniques comme biomarqueurs pour prédire la maladie.
Alors, est-ce qu'on peut s'en servir comme dans des tests pronostiques? Et ça, c'est extrêmement intéressant, notamment pour voir soit l'évolution de la maladie, soit le risque de déclencher la maladie, soit, par exemple, la réponse au traitement. Donc, c'est ce qui a été fait ici, où on utilise toujours ces scores de risque polygéniques. On voit qu'ils sont euh, 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 pardon. Ces scores de risque polygéniques ont été étudiés en fait dans deux populations différentes, chez des individus à fort risque de développer une schizophrénie, euh, et en regardant à 24 mois si ils ont ensuite eu un épisode de schizophrénie ou si ont converti. Donc, ils ont eu un épisode de schizophrénie ou non converti, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu d'épisode de schizophrénie. En fait, on s'aperçoit que le score est plus élevé chez les individus qui sont devenus schizophrènes, en fait, dans les 24 mois qui ont suivi l'identification des individus, et plus faible chez les individus qui n'ont pas eu d'épisode de schizophrénie. Et en fait, on peut regarder cette évolution sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on peut voir une différence entre les individus qui ont un faible score, un faible risque, euh, un faible score de risque polygénique qui est représenté en orange, un score intermédiaire, un score élevé. Et on peut voir que le nombre d'individus qui ne deviennent pas schizophrènes chez les individus qui ont un score élevé est plus faible que le nombre d'individus qui ont euh, un faible score. Donc, tout ça pour dire que l'objectif de ces tests serait potentiellement de prédire chez les individus à très haut risque de développer une schizophrénie le risque qu'ils ont réellement de développer cette pathologie dans les 24 mois qui suivent. Et vous pouvez voir qu'on passe de un risque de 10% à un risque de 30%. Donc le risque est plus élevé, mais en termes de prédiction, ça reste à prendre avec des précautions. On a également regardé, a été également regardé si ces scores de risque permettaient de prédire la réponse au traitement. Et ça a été fait dans des premiers épisodes de psychose, donc de personnes qui auront ensuite un diagnostic soit de trouble bipolaire, soit de schizophrénie. Et on peut voir dans quatre pathologies différentes, pardon, dans quatre cohortes différentes, cette étude a été faite et dans cette étude, ils ont regardé donc le score de risque polygénique qui est représenté sur cet axe-là et la prédiction de la réponse au traitement après 4 semaines de traitement. Et on peut voir qu'on a une forte corrélation qui existe pour trois de ces cohortes, c'est aussi représenté ici. Donc pour trois de ces cohortes, les chercheurs étaient capables de voir qu'il y avait un lien entre le score de risque polygénique et la réponse au traitement antipsychotique dans ces premiers épisodes de psychose. Et donc ça pourrait être encourageant pour dire que ces facteurs de risque génétique pourraient permettre de savoir qui va répondre ou non correctement à un traitement antipsychotique dans un premier épisode de psychose. Mais ça nécessite d'être fait sur des cohortes véritablement en double aveugle et de mesurer, ce qui n'a pas été fait dans cet article-là, de mesurer la sensibilité et la spécificité de ce genre de test pour arriver à estimer quel degré de prédiction on serait capable d'obtenir. Je voulais également vous montrer une étude qu'on avait fait avec le professeur Bruno Étain, que je crois que vous allez voir bientôt, et le docteur Pierre-Alexis Geoffroy, en s'intéressant à des jeunes en particulier qui sont impliqués dans la régulation du sommeil. Vous savez que dans le trouble bipolaire, il y a beaucoup de troubles du sommeil, des chronotypes un peu particuliers qui sont dits vespéros, c'est-à-dire plutôt des personnes qui sont du soir, avec des variations de symptômes qui peuvent varier dans la journée ou en fonction des saisons, et puis des perturbations de l'humeur euh, en conséquence des variations des rythmes sociaux. Euh, on s'était intéressé en particulier à une enzyme, à la synthèse d'une enzyme qui s'appelle la mélatonine, qui est située au niveau des glandes pinéales, et dont on sait que le cycle d'expression de synthèse de cette enzyme est ce qu'on appelle l'hormone du sommeil. En fait, elle permet l'endormissement et donc elle précède l'endormissement.
C'est extrêmement important. Et en fait, on avait étudié avec le professeur Étain un certain nombre de familles dans lesquelles on avait trouvé des variations génétiques rares et pour lesquelles on pensait qu'elles pouvaient affecter en fait la fonction de la protéine. En fait, on a identifié plusieurs familles pour lesquelles on avait des modifications euh, de ce gène donc, qui s'appelle ASMT. Et en fait, dans ces familles, on avait en effet une diminution d'activité de cette enzyme, la SMT, par rapport chez les individus qui portaient des mutations par rapport aux individus qui ne portaient pas de mutation. On a regardé même plus généralement, on avait une diminution de l'activité de ASMT dans l'ensemble de la cohorte de personnes avec un trouble bipolaire qu'on étudiait par rapport aux individus non malades. On a donc recherché d'autres variations génétiques au niveau, passe les détails, mais plutôt au niveau du promoteur du gène, donc pour lesquels on pouvait penser qu'il y aurait des conséquences sur l'expression de ce gène. Et on a identifié en effet des variations génétiques qui étaient plus fréquentes chez les individus avec un trouble bipolaire et qui étaient associées à une diminution de l'expression du gène. Je vous ai dit, le gène est transformé en ARN, ce qu'on appelle l'expression. Et le fait d'avoir ces variations génétiques faisait que ces individus avaient une expression plus faible de ce gène et donc avaient une activité enzymatique plus faible également. Et donc ça peut être extrêmement intéressant puisqu'on peut se dire que là, on a des variations génétiques pour lesquelles on sait qu'elles peuvent avoir des conséquences au niveau de l'ARN, au niveau de la protéine, et que l'absence de cette protéine peut avoir des conséquences au niveau du phénotype. Donc les variations génétiques pour entraîner des modifications de l'expression du gène, on peut imaginer des troubles du sommeil qui sont observés chez certains individus. Ceci, les troubles du sommeil, on sait qu'ils peuvent avoir un effet négatif sur la régulation de l'humeur et que cet effet peut avoir un effet sur les troubles du sommeil et on rentre dans un cercle vicieux en fait qui peuvent aggraver les troubles. Et ça peut être extrêmement intéressant parce que ça veut dire que on peut étudier ces variations génétiques en regard des différentes thérapies qui sont proposées et qui jouent justement sur les rythmes circadiens ou sur les rythmes veille-sommeil. Et comme vous savez, parfois sont proposés des traitements avec de la mélatonine ou avec de la gomélatine, qui est un antidépresseur qui joue également sur les récepteurs à la mélatonine, ou d'autres traitements non médicamenteux qui peuvent également jouer en fait sur les rythmes circadiens. Et on pourrait, en combinant les données génétiques avec ces traitements, estimer, mais on n'a pas fait d'études dans ce sens pour savoir si c'est prédictif, mais estimer quels seraient les individus qui seraient les plus à même de bien répondre à ce genre de traitement ou de mieux répondre à ce genre de traitement par rapport à d'autres individus. Euh, En étudiant toujours l'ARN, je voulais vous présenter une étude que nous, on avait fait justement sur les premiers épisodes de psychose et avec des individus pour lesquels on a pu avoir un prélèvement sanguin à l'entrée dans la maladie avant tout traitement. Et on a pu comparer ça avec l'expression des gènes après 4 semaines de traitement et tous traités avec le même antipsychotique qui est l'amisuprine. En fait, chez ces individus, on a pu constater que la population de répondeurs, la population après traitement était divisée en deux. En bleu sont représentés les individus répondeurs, en rouge sont représentés les individus non répondeurs. Et vous pouvez voir en effet qu'on a un chevauchement en fait, de ces deux distributions. On a fixé le seuil de la réponse à l'intersection de ces deux courbes, exactement comme je vous ai expliqué initialement. Et en comparant l'expression des gènes chez les individus répondeurs et chez les individus non répondeurs, on a pu identifier plusieurs gènes, je ne rentre pas dans le détail, mais certains pour lesquels l'expression était augmentée, d'autres pour lesquels l'expression était diminuée chez les individus qui répondaient au traitement. Parmi ces gènes, un grand nombre avait déjà été associé à la schizophrénie ou au traitement avec des antipsychotiques. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de voir si l'expression de ces gènes avant l'entrée dans la maladie nous permettait de prédire ceux qui allaient répondre au traitement. Et en fait, on est capable, dans les premiers épisodes de psychose, de prédire qui va répondre au traitement en tenant compte de l'âge des individus, du sexe des individus, de la durée de traitement, de la durée de la maladie non traitée, et également du score
de sévérité de la maladie en utilisant une échelle dans laquelle je ne rentre pas dans les détails. Et donc, vous pouvez voir que quand on n'utilise que les critères cliniques, c'est la courbe ROC là, qui est représentée en vert, comme les courbes que je vous ai montrées initialement avec les biomarqueurs. Et avec les critères cliniques, on peut, dans 71% des cas, prédire la réponse au traitement. Avec les critères génétiques que nous avions identifiés, c'est-à-dire l'expression des gènes, on était capable de monter à près de 80%, c'est la courbe rouge qui est représentée ici. Et donc, vous pouvez voir qu'avec les facteurs génétiques, on a une meilleure prédiction qu'avec les critères cliniques. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a combiné les facteurs génétiques, excusez-moi, les facteurs génétiques et les facteurs cliniques, dans ce cas-là, on atteint une prédiction de la réponse au traitement qui est proche de 94%. Pardon. Et donc, ça montre à quel point c'est important qu'on tienne compte à la fois des connaissances du psychiatre, des données cliniques avérées, et également comment ces facteurs génétiques pourraient nous servir comme biomarqueurs pour aider à une meilleure prédiction. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de pouvoir répliquer ces données sur une cohorte indépendante. On ne l'a pas fait jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on ne propose pas de test diagnostic qui pourrait aider au pronostic de la réponse à cet antipsychotique. En revanche, vous avez pu entendre parler récemment de la proposition d'un test qui s'appelle EDIT-B, en fait, et qui consiste à proposer un test diagnostic pour distinguer, lors de premiers épisodes dépressifs, les troubles bipolaires des troubles dépressifs majeurs. En fait, ce test est basé sur une particularité qu'a l'ARN. Je ne suis pas rentré dans les détails par rapport à cette particularité, mais je vous ai dit que l'ADN donne de l'ARN, qui donne de la protéine. Et en fait, il arrive parfois sur certains gènes qu'il y a un complexe de protéines qui s'appelle ADAR1-2, qui puisse modifier la séquence de l'ARN, et elle va modifier, les modifications de la séquence de l'ARN vont avoir pour conséquence de modifier les propriétés des protéines associées. Et vous pouvez voir ici c'est la séquence de l'ADN qui est représentée ici, et vous pouvez voir que l'ARN est parfois, la séquence de l'ARN, elle est parfois modifiée, c'est-à-dire qu'on change les nucléotides, mais seulement dans l'ARN, pas du tout dans l'ADN. Et donc ça, c'est une des particularités sur laquelle repose ce test, puisque dans cette étude, ils avaient pu montrer qu'il y avait des différences. Alors, ça s'appelle l'édition de l'ARN. Il y a des différences d'édition chez des individus qui avec un trouble dépressif par rapport aux individus contrôle. En vert, représenter les individus contrôle, et en orange, les individus dépressifs. Et pour plusieurs gènes, vous pouvez montrer des différences d'édition entre les troubles dépressifs majeurs et les individus contrôle, avec une bonne sensibilité, 84%, une bonne spécificité, 87%. De la même manière, vous pouvez distinguer entre les troubles unipolaires, donc les troubles dépressifs majeurs, et les troubles bipolaires, avec une bonne spécificité, 90%, une bonne sensibilité, 90%, une bonne spécificité, 84%. En revanche, une seule étude a été publiée jusqu'à présent. Il n'y a pas eu de réplication sur une cohorte indépendante. Et le gros souci, c'est que dans cette étude, ils ont étudié des individus qui étaient déjà malades, déjà traités, et donc ils comparent des individus qui n'ont pas les mêmes conditions biologiques. Et on peut imaginer que les traitements utilisés par ces individus puissent altérer également l'édition de l'ARN. Donc, ça demande beaucoup de validation encore pour pouvoir véritablement être sûr que ce test soit fiable, et notamment des validations avec une prédiction en double aveugle de savoir qui serait converti en trouble bipolaire ou en trouble unipolaire. Et enfin, j'aimerais terminer en vous présentant les seuls tests qui existent véritablement aujourd'hui dans les troubles psychiatriques, qui ne sont pas du tout spécifiques des troubles psychiatriques, mais qui sont spécifiques du traitement, de la façon dont le corps métabolise les différents médicaments qui sont utilisés, et qui devraient être plus fréquemment généralisés lorsqu'on prédit des traitements à des personnes malades. C'est que quand on ingère un traitement, quel qu'il soit, passe par l'intestin, qui est ensuite, via la veine porte, est conduit jusqu'au foie, ensuite est transmis via la veine cave jusqu'aux cellules cibles. Et dans le foie,
les médicaments qui sont ingérés, ils sont ce qu'on appelle métabolisés, c'est-à-dire qu'ils sont dégradés ou modifiés, et notamment ils sont dégradés par un certain nombre d'enzymes, dont la principale sont ce qu'on appelle des cytochromes. Le complexe s'appelle cytochrome P450. En fait, le cytochrome P450, il métabolise 40 à 50% des médicaments les plus fréquemment utilisés. Et donc, tous les médicaments qui sont utilisés, quelle que soit la pathologie, passent par ce processus de dégradation. Ce qui est important, c'est que parfois, lorsqu'on donne un médicament à une personne, c'est le médicament qui est efficace, parfois c'est le métabolite, c'est-à-dire ce qui va découler de cette métabolisation, qui est efficace, et parfois les deux, à la fois le médicament et le métabolite, la molécule initiale et le métabolite, sont efficaces. Et ça, c'est très dépendant des médicaments. Néanmoins, aujourd'hui, on a beaucoup de données, donc les cytochromes, ils ont des noms un peu barbares sur lesquels je vais pas revenir, mais ici sont représentés différents traitements, donc soit les traitements antidépresseurs, soit les traitements antipsychotiques, soit les stabilisateurs de l'humeur, qui sont fréquemment prescrits. Et vous pouvez voir que, donc, par exemple, les tricycliques, ils sont métabolisés soit par le 2C19, 2D6 ou 1A2, et donc de manière assez classique. Et puis les antipsychotiques, qui sont métabolisés par soit les mêmes, soit par d'autres enzymes. Et ici, et dans ce tableau-là, sont montrées différentes variations génétiques qui ont été identifiées dans ces gènes de D6, donc qui métabolisent la plupart des antidépresseurs tricycliques, entraînent des variations en fonction des variations génétiques qui sont identifiées chez les individus. Soit les individus métabolisent normalement le médicament, soit de manière un peu intermédiaire, soit de manière ultra rapide. C'est-à-dire qu'il y a des individus très vite qui vont dégrader en fait le médicament. Alors c'est pas très grave si c'est le métabolite qui est efficace, et dans ce cas-là, au contraire, il faut en tenir compte, c'est-à-dire que les gens vont très vite avoir accès à la composante efficace du médicament. Soit c'est plus embêtant si c'est la molécule qui est efficace. En général, c'est plutôt le métabolite qui est efficace. Donc, pour 2C9, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui métabolisent normalement et d'autres qui métabolisent très peu. Et donc, ça veut dire que la molécule va être très peu dégradée. Donc, le métabolite va être très peu accessible. Donc, en fonction de ça, c'est important, quand on prescrit un médicament, de savoir si la personne va être un métaboliseur ultra rapide ou un métaboliseur lent. Et ça peut être intéressant puisque ces variations génétiques sont pas à la même fréquence dans les différentes populations à travers le monde. Et donc, il y a des recommandations qui existent et vous pouvez voir en effet que lorsqu'on donne les tricycliques, on recommande pour les porteurs de certaines variations génétiques de diminuer la dose de 25% parce qu'ils vont métaboliser très très vite le médicament et donc avoir accès très très rapidement à la dose optimale pour le traitement. Et donc ça, ce sont vraiment des éléments aujourd'hui pour lesquels on a une très bonne connaissance en fait, qui est assez peu utilisé systématiquement et qui devrait probablement être plus généralisé pour la prédiction de la réponse au traitement dans les différents troubles psychiatriques, en particulier les troubles bipolaires et la schizophrénie. Donc pour résumer, il y a des traitements avec une bonne enfin les variations génétiques ont des variations génétiques rares, pardon, une bonne sensibilité, mais une faible spécificité. Il y a une faible valeur prédictive pour les scores de risque polygénique, mais ils permettent d'identifier des sous-groupes de malades qui sont relativement homogènes. Il y a une bonne valeur prédictive de la réponse au traitement lorsqu'on combine à la fois les données cliniques et les données génétiques, mais la plupart des tests qui ont été proposés jusqu'à présent nécessitent de répliquer les données sur des cohortes indépendantes, de répliquer ces résultats sur des cohortes indépendantes, et surtout de faire des tests en double aveugle pour être sûr de la valeur prédictive de ces différents tests. Enfin, il y a des possibilités d'utilisation des données pharmacogénétiques qui, elles, sont généralisables à l'ensemble des médicaments, mais particulièrement utiles également dans le traitement par des différents psychotropes et qui sont, à mon sens, pas encore suffisamment généralisées en pratique courante. Voilà, je terminerai juste en remerciant les différents
les différentes personnes de mon équipe et mes différents collaborateurs. J'espère que j'ai pas été trop long. Et si vous vous intéressez à la médecine de précision en psychiatrie, on a publié récemment un livre qui est accessible et qui reprend différents éléments que je vous ai expliqués sur la génétique, mais également sur plein d'autres aspects de comment on peut aujourd'hui avoir un regard nouveau pour une médecine de précision en psychiatrie. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Eh bien, ben, merci beaucoup, monsieur. Nous avons reçu beaucoup d'informations. Désolé, j'espère que c'était pas trop dense. C'était dense. C'était dense. C'était dense. C'était dense. Si- Mais visiblement, tout le monde a été attentif. Et bon, évidemment, il y a des questions beaucoup plus basiques, enfin, dès le départ. En fait, vous les aviez dès le départ, mais je crois que vous allez être contraint d'y répondre. Émilie, Émilie, si tu Eh veux bien. ben, je vais poser la première question qui avait été posée au début avant même le début de la conférence. Comme quoi, il y a déjà des personnes qui étaient motivées. Donc, bonjour, je suis bipolaire de type 2 et mon fils a 27 ans est avec une jeune fille dont la tante est bipolaire. Je souhaite savoir s'ils sont des enfants, donc bien mot, quelle est la probabilité pour que ces derniers soient bipolaires? Alors, juste comme ça, je peux pas vous faire, bien sûr, je peux pas vraiment vous faire de conseils génétiques sans avoir vraiment vu l'ensemble de la famille. Et il faudrait vraiment étudier l'ensemble de l'arbre généalogique, aussi bien d'un côté que de l'autre, pour arriver à avoir une estimation un peu précise. Euh, euh, Ce que je peux d'ores et déjà dire, en fait, ce qu'on sait juste sur en fait, il y a une différence quand on fait ce genre d'études génétiques. Les données que je vous ai données en tout début de mon intervention sur l'augmentation du risque chez les apparentés, c'est vraiment des données en population générale. Donc, c'est toujours très difficile de passer d'une observation en population générale à une préconisation ou à une explication pour des cas particuliers ou pour une famille particulière. Ça va dépendre un peu de l'ensemble de la famille et du type de variation génétique qui pourrait être associée. Donc, le risque est augmenté à partir du moment où on a un individu proche qui est atteint de trouble bipolaire. Ce que je vous ai dit, hein, dans la population générale, on sait que le risque est multiplié par 10 à peu près par rapport à celui de la population générale. C'est à peu près le seul caractère qui est relativement constant. Ça va varier entre 5 et 10% en fait. Donc, on sait que le risque est un peu supérieur. Mais je ne peux pas vraiment vous donner de conseils génétiques sans avoir vu plus en détail en fait, le reste de la famille. Blandine. Oui, d'abord, merci pour la clarté de votre intervention. Il y a une question sur génotype et prédiction de la réponse au lithium. Est-ce que vous avez des données? Est-ce que ça a été étudié? Alors, c'est été très étudié, et notamment en utilisant les scores de risque polygénique là, dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'accumulation des variations génétiques chez les individus. Alors, il y a des choses, je n'ai pas pris l'exemple, mais j'aurais pu, en effet, il y a des choses qui montrent, en effet, qu'on a des différences de scores de risque polygénique entre les individus qui vont bien répondre au lithium et d'autres qui vont moins bien répondre au lithium. Aujourd'hui, comme pour tous les autres tests qui sont faits jusqu'à présent, ils ne sont pas prédictifs. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, on voit que les individus qui, a posteriori, répondent bien, ont un score qui est différent par rapport à ceux qui répondent moins bien, mais ça ne nous permet jamais de dire, avant que les gens soient traités, OK, telle personne va mieux répondre. Et en fait, c'est la difficulté de ces tests, c'est que à l'heure actuelle, ils sont quand même très, très peu prédictifs. Ils permettent de discriminer, mais ils permettent pas de. Non, ils permettent de voir qu'il y a des différences entre les gens, mais ils ne permettent pas de vraiment prédire la réponse. D'accord, merci. Merci. Oui, Euh, oui, alors je retrouve la question. Euh, je prends plein de ces médicaments donc pour les troubles bipolaires. Mon fils a-t-il 10% de chance ou de risque de développer un trouble bipolaire? Oui, alors une fois encore, c'est un peu la même chose. En théorie, oui.
C'est-à-dire que à partir du moment où on a une personne atteinte de troubles bipolaires en apparenté, qu'on appelle de premier degré, donc lien parent-enfant dans un sens ou dans l'autre, on sait que le risque est augmenté par rapport à celui de la population générale d'un facteur 10. Ça reste très théorique. Et une fois encore, il n'y a pas de fatalité. On sait très bien que, ce que j'ai essayé de vous expliquer, hein, c'est que les facteurs génétiques contribuent, ils contribuent de manière non négligeable, mais il y a aussi un certain nombre de facteurs environnementaux qui sont indispensables également pour que la maladie se déclenche. Et la grande force des individus ou des familles où il y a déjà une personne malade, c'est que les gens sont sensibilisés à la maladie. Et ce qui est très très important, et c'est vraiment là-dessus où il faut, enfin c'est plutôt que sur la crainte de développer la maladie, et il ne faut pas vivre dans cette crainte-là, mais plutôt dans l'alerte de s'apercevoir s'il y a des premiers signes avant-coureurs, vous êtes les mieux à même de les détecter et à ce moment-là de faire des prises en charge très précoces et de consulter des personnes très rapidement. Donc je pense que c'est surtout ce message-là qu'il faut garder à l'esprit, c'est-à-dire que l'intérêt de connaître ce risque augmenté dans les familles, c'est d'être sensibilisé, d'être attentif et que dès qu'il y a des signes avant-coureurs, de consulter au plus vite, de se faire aider par différents moyens qui existent, quoi, en fait. Alors, dans la continuité de ce que vous dites, Sophie nous dit risque augmenté d'un facteur x 10, donc multiplié par 10, ou bien 10%. Est-ce la même chose ou ce n'est pas la même chose? Alors, en l'occurrence, pour les troubles bipolaires, c'est la même chose parce que le risque de la population générale est de 1%. Donc, quand on le multiplie par 10, on va passer à un risque de 10%. D'accord. Il y a Sophie qui demande, est-ce qu'on peut imaginer des mesures de prévention efficaces si on établit le profil génétique et le fameux score pour des personnes au sein d'une famille détectée à risque? Alors, ça, ce serait, si on avait une très bonne valeur prédictive, ce serait intéressant de le faire. Aujourd'hui, en fait, euh, sauf si on a vraiment une variation génétique très rare et pour lesquelles on va avoir un risque supérieur d'identifier. Mais dans la plupart des cas, le fait de, ce que je vous ai déjà dit, le fait d'avoir une personne malade dans la famille devrait déjà sensibiliser les autres personnes au risque augmenté de développer un trouble. Et donc, en effet, avoir ce regard préventif et, et d'être sensibilisé. Et c'est pour ça que notamment la psychoéducation est extrêmement importante en fait pour arriver aussi bien pour les proches que pour les individus directement malades, mais euh, d'être sensibilisé aux signes avant-coureurs d'un épisode, ça peut être extrêmement important pour justement prendre en charge le plus rapidement possible, ou en tout cas se faire aider le plus rapidement possible et éviter de tomber dans la maladie ou essayer de prévenir au maximum. Mhm. J'ai Donc, il une ne faut pas question. hésiter, dès qu'on a un doute, alors d'abord quand on est soi-même malade, il ne faut pas hésiter à en parler à son psychiatre traitant, à son médecin traitant. Et dès qu'on a un doute sur ses proches, ses apparentés, il ne faut pas hésiter à en parler également pour justement se faire aider là-dessus. Mhm. J'ai une question de Françoise Isard. Comment les psychiatres utilisent ces données de risque génétique et surtout de pharmacogénétique dans leur pratique clinique? Alors malheureusement, alors très peu alors ça dépend des psychiatres d'une part, d'autre part sur les données génétiques à l'heure actuelle, on sait très peu les utiliser parce que on n'est pas assez prédictif et on ne saurait pas véritablement quoi en faire. Donc ça, ils ont raison de ne pas les utiliser, ça ne changerait pas grand-chose sur la pratique clinique au quotidien. Euh, de plus en plus, néanmoins, et en particulier chez des psychiatres un peu jeunes, on essaie quand même d'explorer génétiquement, quand les personnes le souhaitent, un peu systématiquement. Alors surtout sur des cas très très précoces, par exemple, où on sait que les facteurs de risque sont plus importants que sur les cas qui apparaissent un peu plus tard, qui se développent un peu plus tard. Sur les cas très précoces, on sait que les facteurs de risque sont un peu plus prévalents. Et donc, certains, en tout cas, essaient d'explorer sur le plan génétique pour voir si justement il ne peut pas y avoir des éléments
qui sont connus et qui pourraient être des facteurs qui permettraient d'orienter un peu sur le caractère prédictif de la génétique, notamment sur les délétions 22q11 dont je vous ai parlé ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un élément. Sur le caractère pharmacogénétique, on a de très bonnes connaissances aujourd'hui, c'est trop peu utilisé et à ma connaissance, quasiment jamais utilisé en pratique courante. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vrai que des fois, les dosages ne sont pas bons. On s'aperçoit que les personnes ne répondent pas bien au traitement simplement parce qu'ils métabolisent de manière différente le traitement et que ce serait plus simple de changer de classe pharmaceutique ou de changer de molécule pour avoir quelque chose de plus efficace. Donc, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui ne sont pas suffisamment considérés, je pense, encore, et sur lesquels il va falloir qu'on communique un peu plus pour que ça rentre dans la pratique quotidienne. Alors, j'ai une question de Dominique qui dit: Mon fils est bipolaire de type 2. Pourrait-il un jour être en couple avec une fille qui n'a pas de troubles psychiques? Ce genre de couple existe-t-il? Ah oui, il y en a plein. Il y en a qui s'ignorent. Ah non, et heureusement, oui. Et non, je pense qu'il n'y a pas de restriction là-dessus. En tout cas, je lui souhaite, mais Et il y a un spectateur anonyme qui nous demande, j'ai perdu la question, qu'elle a un doute sur le diagnostic pour sa fille et comment elle peut faire pour affiner ce diagnostic. alors, donc, pas hésiter à consulter son psychiatre traitant si elle en a un, ça c'est sûr. Il y a les centres experts qui servent à ça. Vous êtes, j'imagine, bien informé au sujet des centres experts sur les troubles bipolaires. Et typiquement, pour l'aide au diagnostic, ils sont vraiment très, très utiles pour ça. Ils servent vraiment à ça. Et si son psychiatre référent ne veut pas l'orienter vers les centres experts, il y a la possibilité d'être simplement orienté par son médecin de ville. Donc, c'est très facile d'être orienté vers eux, même si parfois, alors je sais que les délais, et en fonction des régions, peuvent parfois être longs. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas encore des centres experts partout en France, même s'il y en a de plus en plus. Donc, on fait un maximum de choses pour les développer le plus possible. Mais c'est vrai que ils sont là pour ça, en tout cas. Il y a une question qui résume un petit peu les angoisses de tout le monde. Quelle est la probabilité, quand on est bipolaire, d'avoir un enfant bipolaire et un petit enfant bipolaire? Alors, juste, j'ai pas précisé les centres experts, c'est ceux de la Fondation fondamentale, mais ça, j'imagine que vous aviez intégré. Alors, donc la probabilité théorique pour une personne avec un trouble bipolaire d'avoir un enfant bipolaire, c'est 10%. La probabilité théorique d'avoir un petit enfant, alors à diviser, ça dépend si l'enfant sera bipolaire ou pas. Si l'enfant est également bipolaire, la transmission de 10, la probabilité est toujours de 10%. Et, et, et sinon, sinon ce sera beaucoup plus faible. J'ai pas le chiffre en tête pour vous dire à combien c'est, à 2 générations, mais on doit être de l'ordre de 2%, quelque chose comme ça. Donc on dilue si jamais il y a un saut de génération, par exemple, ou ce genre de choses. Il faut savoir qu'on partage, quand on a des enfants, on transmet la moitié de nos gènes, hein. Donc, et avec tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, je pense que vous avez compris que un grand nombre de ces gènes, en fait, contribuent. Mais on a tous, en fait, des gènes de vulnérabilité. En fait, il faut garder à l'esprit que les maladies mentales, les troubles psychiatriques en particulier, aujourd'hui, on les estime à près de 20% de la population au cours de la vie. Donc, ça touche vraiment énormément, énormément de gens. Euh, Ça peut être plus ou moins grave, ça peut être, il y a des degrés de sévérité extrêmement variables, mais l'ensemble des troubles psychiatriques, c'est un individu sur 5 dans la population générale. Donc, on est tous concernés. Et donc, bien sûr, quand on regarde à l'échelle d'une famille, très vite, on s'aperçoit qu'il y a toujours un parent plus ou moins proche qui a eu un trouble psychiatrique. Vous avez pu voir qu'il y a très peu de spécificité d'un point de vue prédictif entre les maladies. Par contre, s'il y a un message que je peux vous transmettre, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on transmet les gènes qu'on est obligé d'être malade. Et ça, il n'y a aucune étude qui démontre à l'heure actuelle que
telle variation génétique ou telle accumulation de variation génétique va transmettre dans 100% des cas la maladie. Donc, il y a toujours ce flou qui existe et qui est heureux de savoir que on n'est pas que gouverné par nos gènes, nos gènes augmentent notre sensibilité aux facteurs environnementaux, mais il n'y a pas de condamnation avec les gènes. Oui. Il y aurait une question qui clorait la séance parce qu'il est tard. Oui. Si vous aviez, je crois que vous venez déjà le faire, si vous aviez quelque chose à nous dire là avant de partir, qu'est-ce que ce serait? Il n'y a pas de fatalité, ça je pense. C'est ça. Il y a vraiment redire. pas. Ouais, ça c'est vraiment vraiment important à savoir, c'est que il y a aucune fatalité qui existe, quels que soient les troubles psychiatriques et en particulier les troubles bipolaires. Il n'y a vraiment aucune fatalité dans la vulnérabilité génétique. Euh, euh, on fait avec nos gènes, on est sensible à nos facteurs environnementaux. C'est vrai pour les maladies psychiatriques, c'est vrai pour tout, hein. On est sensible différemment au virus de la grippe qui circule en ce moment ou au virus de la Covid qui continue de circuler également. Notre génome fait qu'on est plus ou moins sensible à un certain nombre de facteurs environnementaux. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les troubles psychiatriques, c'est exactement comme les autres maladies. C'est-à-dire que on a une vulnérabilité qui existe. Il y a des facteurs environnementaux qui sont essentiels également pour déclencher cette maladie, la combinaison des facteurs génétiques et environnementaux. Les facteurs environnementaux, ça va de l'histoire personnelle des individus, des événements graves qu'on rencontre, du stress qu'on peut rencontrer au quotidien, de plein de choses. Un certain nombre sont caractérisés, bien caractérisés, les traumas qu'on a subis, la consommation de cannabis dans la schizophrénie. Vraiment, il y a des choses qui sont très très bien connues aujourd'hui. Ça mériterait tout un séminaire que je crois que vous allez bientôt avoir, donc c'est extrêmement intéressant par rapport à ça. Et donc ces facteurs environnementaux, ils sont là, ils sont importants, ils augmentent également le risque, de la même manière que les facteurs génétiques augmentent le risque. La combinaison des deux fait que certaines personnes vont avoir la maladie, d'autres ne l'auront pas. On essaie de comprendre pourquoi certaines personnes l'auront et d'autres ne l'auront pas. Mais une fois encore, il n'y a pas de fatalité la plupart du temps. Et surtout, par contre, ce que peut nous apporter la génétique, c'est sensibiliser les familles qui sont touchées par ces maladies de manière à ce que